bonjour. Alors, comme le titre nous l'indique, il s'agit d'une question. Quels sont les facilitateurs du maintien en emploi en santé des travailleurs seniors dans un milieu d'éducation au Québec? Pour répondre à cette question, j'ai eu le support financier de l'IRSST et j'ai réalisé une étude avec une équipe composée par Marc Corbière, professeur à l'UQAM, Jacques Perron, professeur honoraire de l'Université de Montréal, Julie Huppé, qui était coordonnatrice du projet de recherche, Jessica Dubé, professionnelle scientifique à l'IRSST, et Andrea Gragnano, qui était stagiaire postdoctorale et qui est actuellement associée de recherche à l'Université de Milan Bicocca en Italie. Je tiens tout de suite à clarifier quelque chose que François a déjà un peu anticipé. Comment définir travailleur senior? Je ne vais pas créer des inquiétudes dans la salle ou auprès de notre public en ligne. Il s'agit d'une catégorie que nous avons définie sur la base de la littérature, sur la transition travail-retraite et aussi sur l'âge chronologique 45 ans et plus, mais aussi en tenant en compte les années de service. Alors, le focus est vraiment sur l'étape de carrière dans laquelle les personnes se trouvent, dans laquelle les travailleurs, les participants de l'étude se sont retrouvés, et pas seulement en tenant en compte de l'âge chronologique. Pourquoi nous avons réalisé cette étude dans les secteurs de l'éducation au Québec? Comme d'autres secteurs au Québec, il s'agit d'un secteur qui voit sa main-d'œuvre caractérisée. Dans ce cas, presque la moitié de la main-d'œuvre est caractérisée par des travailleurs qui sont âgés de 45 ans et plus. Alors, vous pouvez bien comprendre les effets, les répercussions par rapport à ces caractéristiques socio-démographiques de la population des travailleurs, c'est-à-dire des départs à la retraite. Des départs à la retraite massifs, des personnes à remplacer, de l'expertise à remplacer. Et aussi, il y a des études réalisées au Québec qui ont montré que la moitié des nouveaux retraités ont moins de 60 ans au moment de leur départ. Pour nous, la recherche signifiait d'aller voir pour quelles raisons ces personnes ont quitté. Mais du côté positif de la balance, quels sont les leviers qui ont aidé les autres travailleurs seniors à rester plus longtemps en emploi jusqu'à la pleine pension? Si on parle des travailleurs seniors, nous ne pouvons pas négliger leur état de santé. Selon le National Research Council, il s'agit d'un groupe de travailleurs, d'un groupe d'âge qui a des besoins spécifiques en termes d'aménagement et en termes de besoins en santé et sécurité du travail. Pour cette raison, j'ai collaboré avec notre groupe de connaissances et surveillance statistique à l'IRSST qui m'ont fourni quelques exemples tirés des données de la CNSST. Alors, comme c'était déjà mentionné lors de la première partie de la présentation d'aujourd'hui, si nous regardons les lésions avec perte de temps indemnisées par la CNSST, j'ai pris un secteur spécifique, les services de l'enseignement pour la période de 2011 à 2013. Encore une fois, on voit ce qu'Alexandre nous a déjà présenté, c'est-à-dire que le nombre de lésions est plus élevé pour les groupes âgés de 45 ans et plus. La durée de l'absence est plus longue et vous pouvez bien imaginer aussi les coûts humains et financiers qui sont reliés aux absences de ce groupe de travailleurs. D'où les besoins de vraiment se concentrer et voir quels sont les facilitateurs de leur maintien en emploi. Mais je tiens à préciser avec vous aujourd'hui comment nous avons défini maintien en emploi dans cette étude. Nous l'avons défini selon l'approche de la psychologie positive, pour aller voir quels sont les leviers, les facilitateurs du maintien en emploi comme synonyme de continuité de carrière. Alors, la continuité de carrière, le fait de se maintenir en emploi en santé dans une organisation, est le résultat d'un équilibre entre, oui, il y a des demandes, on peut avoir des symptômes, mais il y a aussi des ressources, il y a aussi des aspects qui fonctionnent bien, qui sont favorables au maintien en emploi dans une organisation qui est attentive à la santé et à la sécurité des travailleurs seniors, et donc un groupe qui détient les savoir-faire, les expériences, la connaissance et l'expertise, et donc qui font maintenir un emploi plus longtemps. L'objectif général de notre étude était alors d'identifier quels sont les facteurs liés au maintien en emploi en santé des travailleurs seniors âgés de 45 ans et plus dans une commission scolaire québécoise. Nous avons parlé dans l'introduction du secteur de l'éducation, d'un milieu d'éducation, mais précisément nous avons collaboré avec une commission scolaire au Québec. Pour répondre à cet objectif, nous avons réalisé une étude composée de 2 phases. Il s'agit d'un devis mixte. Alors, tous les détails, ce que je vous ai raconté jusqu'au présent, les détails de la méthodologie de recherche et encore plus, se trouvent dans un rapport de recherche, les 10-18, numéro à retenir, qui a été publié par l'IRSST, dont je vais vous donner les références à la fin de la présentation.
La première phase était de nature quantitative. Cela signifie que nous avons effectué plusieurs analyses sur des données qui étaient collectées lors du programme des bilans de bien-être et de santé psychologique offert à la commission scolaire pendant une dizaine d'années pour la prévention de l'absentéisme. Il s'agissait d'un programme développé par le professeur Jacques Perron et qui a permis de collecter des données auto-rapportées quant aux facteurs psychosociaux, aspects de la santé psychologique et bien d'autres variables. Nous avons aussi eu le privilège d'analyser des données de nature auto-référées, par les services des ressources humaines de la commission scolaire, donc des données administratives, objectives, sur les données d'absence et de retraite, ce qui nous a permis de faire des analyses longitudinales et voir dans le temps quels étaient les prédicteurs des départs, du maintien, et aussi de voir les caractéristiques des absences sur une période de 4 ans. Pour en savoir un peu plus, nous avons aussi réalisé 28 interviews auprès du personnel de la commission scolaire pour en savoir un peu plus, mais je ne vous anticiperai pas maintenant ce qu'on a découvert. Dans les deux cas, les critères d'inclusion étaient les suivants. Être membre du personnel de la commission scolaire, être âgé de 45 ans et plus au moment de l'invitation à participer, et aussi exercer une des fonctions suivantes. Enseignant, personnel de soutien, professionnel et cadre. Il s'agit d'une étude qui a permis aussi donc de connaître les points de vue des gestionnaires, des dirigeants, des cadres et pas seulement des enseignants et d'autres fonctions. Donc pour nous, c'était quand même une valeur ajoutée par rapport à l'information que nous avions collectée. Les caractéristiques de l'échantillon de la première phase, nous les avons définies selon leur maintien en emploi. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit de voir les maintiens en emploi comme étape de carrière, continuité des carrières. Donc nous avions un premier groupe, si vous voyez ma souris bouger sur la diapositive, un premier groupe qui était encore en emploi. Une partie se retrouvait en milieu de carrière, une autre groupe en fin de carrière, toujours en fonction de leur âge et des années de service. On avait aussi un groupe qui était déjà parti à la retraite, qui était parti activement à la retraite ou avec une retraite régulière. Partir activement à la retraite, pour nous, signifiait, on avait dû créer 2 catégories pour faciliter les analyses statistiques. Retraite active indiquait que la personne n'aurait pu continuer à travailler à la commission scolaire, mais a décidé de quitter avec des pénalités financières. Retraite régulière, pour nous, est synonyme de maintien en emploi longtemps à la commission scolaire, jusqu'au départ avec une pleine pension. Vous pouvez aussi observer que nous avions un sous-groupe de 37 personnes qui avaient commencé une retraite progressive, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé à travailler à temps partiel depuis au moins 1 an. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats qui concernent les groupes qui étaient déjà partis à la retraite, parce que cela nous a permis de voir quels étaient les facilitateurs du maintien en emploi et donc voir quels étaient les facteurs qui avaient influencé la décision de ces groupes de rester plus longtemps en emploi en santé à la commission scolaire ou de la quitter activement. Nous avons effectué plusieurs analyses statistiques. Je vais vous les épargner aujourd'hui, ils sont tous et tout est publié dans les rapports, mais juste vous montrer que selon le modèle de demande de ressources de Demeruti, nous avons pris comme comportement à prédire la retraite régulière. Encore une fois, je le répète, il s'agit de synonymes pour nous de maintien en emploi. Donc, quelqu'un qui a pris une retraite régulière s'est maintenu plus longtemps à la commission scolaire. Alors, sans tarder, parce que je sais qu'il y a des curieux dans la salle, quels sont les facteurs qui ont influencé la décision de rester plus longtemps à la commission scolaire? Il s'agit de 2 facteurs, 2 aspects positifs de la santé psychologique au travail. La satisfaction au travail et la motivation au travail. Donc, ceux qui avaient des niveaux de satisfaction et de motivation au travail, c'est-à-dire satisfaits par rapport au travail qu'ils avaient accompli, à l'équipe dans laquelle ils travaillaient, la direction, les rapports, aussi la relation avec la clientèle, avec les élèves, ils étaient aussi satisfaits par leur salaire et emploi stable. Mais les résultats montrent que les participants qui restaient plus longtemps en emploi étaient motivés et satisfaits plutôt par des aspects intrinsèques. Donc vraiment, qu'est-ce qu'ils avaient pu réaliser, les compétences qu'ils avaient pu développer. Ils étaient motivés par des tâches qui pouvaient rehausser leur estime de soi. Mais encore, notre curiosité allait un peu plus loin. Et donc, nous étions curieux de savoir, mais quels sont les facteurs psychosociaux qui aident les travailleurs à rester en emploi, motivés et satisfaits. Et quand je parle des travailleurs, je répète que j'inclus aussi les cadres, les dirigeants et les gestionnaires de la commission scolaire qui ont participé.
Les deux facteurs psychosociaux favorables qui étaient reliés positivement à la satisfaction et à la motivation au travail étaient l'autonomie pour accomplir les tâches au travail, pour participer à la définition des chantiers, des objectifs, des travail en équipe, mais en tout cas la personne montrait dans les résultats des questionnaires qu'il y avait quand même une activité, une proactivité dans les démarches, et aussi la flexibilité des horaires. Donc, avoir une certaine souplesse pour pouvoir prendre des pauses, des congés. Donc, c'était deux facteurs psychosociaux favorables qui étaient associés au niveau des satisfactions et motivations qui, à leur tour, facilitaient le maintien en emploi plus longtemps en santé à la commission scolaire. Selon la perspective de la psychologie positive, on travaille avec des ressources, mais on peut avoir un côté de la balance qui est légèrement défavorable. Donc, nous sommes allés explorer s'il y avait d'autres facteurs de risque aux symptômes qui étaient reliés à ces variables. Et la bonne nouvelle, c'est que quand les personnes se maintiennent en emploi, ils sont satisfaits, ils sont motivés, ils montraient des niveaux plus faibles des stresseurs ressentis au travail et aussi des niveaux plus faibles des symptômes de détresse, épuisement, manque de motivation et surengagement au travail. Pour en savoir un peu plus par rapport aux facteurs qui motivaient les personnes à rester en emploi, nous avons réalisé la 12e phase, ce qui nous a permis de connaître s'il y avait des facteurs liés au travail et à la vie hors travail qui influençaient l'intention d'un groupe spécifique de travailleurs de la commission scolaire d'envisager une retraite régulière plutôt qu'active. Les résultats nous ont montré que dans le groupe de 28 personnes, il y en avait 15 qui avaient planifié, envisagé une retraite avec la pleine pension, donc de se maintenir plus longtemps en emploi à la commission scolaire. Par contre, il y en avait 13 qui mentionnaient vouloir quitter la commission scolaire, de vouloir partir malgré les pénalités financières. Alors, quels sont les ingrédients? Je suis italienne, je parle toujours des bouffes. Alors, quels sont les ingrédients, les facteurs à mettre sur la balance? Je pense que c'est une image quand même qui va nous aider. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça se peut qu'il y ait des facteurs de risque. Alors, voici les facteurs qui étaient mentionnés par tous les participants qui ont répondu aux interviews, que ce soit les personnes qui voulaient se maintenir en emploi ou quitter activement. Les interviews étaient faites après une période de négociations, de coupures. Il y avait eu des compressions budgétaires à la commission scolaire et pas seulement dans cette commission scolaire spécifique. Donc, les participants nous parlaient tous des compressions et des coupures. Il y avait eu des coupures de postes, des budgets, du personnel, ce qui avait engendré de la surcharge. Les personnes nous disaient, j'ai dû remplacer mon collègue, un poste n'était pas comblé, un poste était aboli. Donc, c'est sûr que j'ai augmenté ma charge de travail, les tâches à réaliser. Il nous parlait aussi que ces nouvelles organisations engendraient du stress, de l'anxiété. Et puis il disait, qui partait à la retraite parce qu'il préférait prendre des pénalités financières plutôt que rester en emploi dans des conditions qui les stressaient. Mais il y en avait aussi qui avaient décidé de rester en emploi plus longtemps parce qu'ils n'avaient pas encore planifié et fait des projets concrets de retraite. Et certains associaient même la retraite à une phase de vie reliée à la maladie. Ils disaient, j'ai vu des amis sont partis à la retraite, puis sont tombés malades. La retraite me fait peur. Donc, nous, on avait perçu entre les lignes, OK, le travail les protège. On peut rester au travail, avoir une identité, une routine, être utile, parce que c'était des personnes qui se sentaient satisfaites et motivées par leur travail, et donc qui restaient plus longtemps en emploi. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je vais partager avec vous l'autre côté de la balance, les facteurs psychosociaux favorables, les ressources des travailleurs qui avaient mentionné vouloir rester plus longtemps en emploi à la commission scolaire. Parmi les facteurs psychosociaux favorables, on retrouve l'effet de travailler pour une organisation qui a une culture organisationnelle ouverte, non discriminante. Une culture organisationnelle, il nous parlait beaucoup des pratiques de gestion des ressources humaines qui ne discriminaient pas. Donc, la formation continue, par exemple, était offerte à toute catégorie d'âge des employés. Les employés en fin de carrière pouvaient aussi jouer de nouveaux rôles, comme mentor, comme conseiller pour les nouvelles générations. Il parlait des plans de retraite progressive et il nous parlait aussi de pouvoir, malgré la surcharge, malgré la fatigue, de pouvoir quand même agir en autonomie et flexibilité. Donc ça, je l'ai mis en vert, si la couleur est visible à l'écran, c'est parce que ça fait ressortir deux variables qu'on avait trouvées significatives dans la première phase aussi. Les participants qui envisagent une retraite avec une pleine pension nous parlaient aussi de pouvoir utiliser et avoir des aménagements. Je vais vous en parler un peu plus dans les détails lors de la discussion. Et aussi par rapport au soutien social qui était offert et donné à la commission scolaire.
Il y avait aussi des aspects, quand c'est en italique, je réfère à des facteurs qui sont reliés à la vie hors travail. Donc, bien sûr, l'état de santé. L'état de santé pouvait jouer les deux côtés de la balance. Il y avait qui disaient, je pars à la retraite parce que je me sens fatiguée, je ne veux pas être un fardeau pour les collègues, je pense que j'ai déjà terminé ma carrière. Mais il y en avait d'autres qui disaient, je reste encore en emploi parce que j'aime mon travail, je suis passionnée par mon travail et je peux encore donner beaucoup à cette communauté. Donc vraiment le fait de se sentir utile pour l'école et pour les secteurs en général. Il y en avait aussi que, malgré le fait que je vous disais tout à l'heure, les facteurs intrinsèques avaient un poids lourd sur la balance, d'autres ne négligeaient pas les aspects financiers, bien sûr le fait d'avoir des avantages sociaux, d'avoir un salaire, surtout quand il y avait encore des enfants en charge à la maison, ou des frais, des hypothèques à payer, donc le fait d'avoir quand même des dépenses à gérer encore avant de prendre la retraite. Il parlait aussi des autres. Alors, certains disaient, on reste encore en emploi parce que mon conjoint travaille encore, ou on a d'autres plans pour la vie post-retraite. Donc, la vie de l'entourage familial et social pouvait jouer un rôle dans la prise de décision. Mais je tiens à souligner, comme vous pouvez voir dans cette balance, qu'il ne s'agit pas d'un facteur isolé. C'est vraiment un choix, une décision multifactorielle et multi-acteurs. Les facteurs psychosociaux favorables étaient aussi reliés, dans les propos des participants, à des aspects positifs de la santé psychologique au travail. Donc, les participants nous parlaient du fait qu'ils étaient satisfaits de leur travail, c'est toujours en vert parce qu'on l'avait vu dans la première phase aussi, mais aussi de leur carrière. Ils avaient accompli et développé leurs compétences, ils avaient accompli leurs tâches, ils avaient atteint leurs objectifs, ce qui les motivait à rester encore jusqu'à la pleine pension à la commission scolaire. Ils nous parlaient aussi beaucoup de leur engagement et le fait qu'ils se sentaient valorisés, qu'ils sentaient de recevoir de la reconnaissance au travail et donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qu'ils aimaient leur travail, ils avaient une passion pour leur travail. Donc voici, comme je disais tout à l'heure en faisant une blague, les ingrédients gagnants sur la balance pour le maintien en emploi en santé des travailleurs seniors. Ça va, j'arrive aux discussions. En fait, les résultats de la première phase et de la 12e, aujourd'hui je vous ai présenté une partie, nous ont permis de dégager 5 pistes d'intervention pour le maintien en emploi de la main-d'œuvre vieillissante dans cette commission scolaire. Je tiens à souligner que les résultats de cette étude, au niveau statistique, je ne peux pas les généraliser à l'ensemble du personnel de la commission scolaire, je ne peux pas les généraliser à l'ensemble du personnel du secteur de l'éducation au Québec. Cependant, je tiens à souligner que les résultats que nous avons trouvés dans cette étude corroborent les résultats publiés dans d'autres études au Québec, dans d'autres études réalisées dans d'autres pays, dans d'autres secteurs et dans d'autres organisations qui s'intéressaient au maintien en emploi de la main-d'œuvre vieillissante. Voici les pistes d'intervention. La première piste que nous avons discutée aussi avec la commission scolaire participante, c'était l'importance de garder une organisation caractérisée par une culture non discriminante, une culture attentive à la santé et à la sécurité du travail, des travailleurs. Ici, aujourd'hui, je vous présente une étude sur les travailleurs seniors, mais entre moi et vous, peut-être aller investiguer davantage si tout cela peut s'appliquer aussi aux plus jeunes. Il s'agit aussi d'avoir une culture organisationnelle, ce qui ressortait des propos des participants, qui peut offrir des opportunités de formation, de promotion à tous les travailleurs, pas avec de l'agisme, sans discriminer pour l'âge ou l'état de santé des travailleurs. Un autre aspect qui était ressorti, surtout à partir des propos des participants interviewés à la phase 2, c'était comme stratégie gagnante d'avoir un plan de communication, d'information, d'accompagner les travailleurs qui restent en poste dans les adaptations face aux changements, aux réorganisations du travail. Parce qu'en fait, ce qu'il nous disait lors des interviews, il disait... Oui, c'est vrai, il y a eu des coupures de postes, des postes n'étaient pas comblés, des collègues n'étaient pas remplacés. On peut y faire face. Et dans quelques instants, je vais vous dire comment ils ont fait face à ça. Mais il disait, les facteurs des risques qu'on a ressentis les plus, c'était qu'on n'était pas informés. Il y avait eu des changements. C'est la grosse montagne des charges et des changements nous est arrivés sur les dos sans être préparés pour cela. Donc, ce type de résultats a été transféré à la commission scolaire et ils réfléchissaient à des pistes de communication et d'information pour aider tout le personnel à gérer les changements organisationnels.
Une troisième stratégie qui est gagnante pour le maintien en emploi des travailleurs seniors est le fait d'avoir des plans de retraite progressive. Dans le cas de la commission scolaire, la retraite progressive pouvait commencer de 1 an à 5 ans avant la retraite définitive. Et ça, on l'a vu gagnante aussi pour pouvoir concilier avec les exigences aussi de la vie personnelle, surtout s'il y avait des personnes qui avaient un conjoint ou les parents étaient malades et d'autres personnes à la maison à suivre. Pardon. La quatrième stratégie et piste d'intervention concerne des facteurs psychosociaux favorables, reliés au contenu et aux relations interpersonnelles au travail. Vous avez vu dans la première phase de l'étude, comme dans la deuxième, l'autonomie pour exécuter les tâches, la flexibilité des horaires étaient deux facteurs psychosociaux favorables qui ressortaient comme gagnants pour motiver et satisfaire les gens qui restaient alors plus longtemps en emploi à la commission scolaire. Il y en avait aussi qui nous avaient parlé de la possibilité d'ajuster leur charge de travail, le nombre de tâches à accomplir en fonction des ressources disponibles. Nous travaillons aussi dans d'autres projets sur les aménagements des conditions de travail et nous sommes conscients du fait que les aménagements doivent être raisonnables et faisables. Et même les participants, lors des interviews, nous disaient « Nous sommes conscients du fait que certains aménagements ne peuvent pas s'appliquer à toutes les fonctions. » Quand les élèves sont dans la classe, il faut que le personnel adulte et les enseignants, les personnels de soutien soient là. Mais il disait, on a observé que pour certains collègues, quand l'aménagement était mis en place, ça l'aidait à se maintenir en emploi, à être performant et pouvoir concilier aussi avec la vie personnelle. Le quatrième facteur psychosocial favorable qui ressort est le soutien social. On en a discuté beaucoup avec Jessica Dubé lors des analyses qualitatives parce que ça nous avait touché beaucoup. Les propos, la plupart des propos portaient sur le soutien social. Et nous avions identifié deux types de soutien qui ressortaient. Il y avait un soutien instrumental. Alors les participants interviewés nous disaient « Je suis surchargé, j'ai beaucoup de tâches à accomplir ». Mais grâce à l'aide, à l'assistance, au support des collègues, je peux gérer la clientèle difficile. Par exemple, s'il y a des élèves violents ou si j'ai des problèmes avec des nouveaux élèves, je peux gérer et partager aussi certaines tâches. Donc, c'était vraiment un soutien instrumental, matériel. Mais il y avait aussi une partie qui concernait le soutien émotionnel. Le soutien émotionnel, je vous dirais, est intangible, mais en même temps est tangible dans la satisfaction et dans le maintien en emploi des travailleurs. Il s'agit de soutien, les gens nous parlaient beaucoup de confiance réciproque, de communication interpersonnelle, d'empathie, d'écoute. Et ça, c'était entre collègues pour s'entraider, mais c'était aussi entre collègues et directeurs, entre employés et directeurs. Il y en avait certaines qui nous disaient « Je suis surchargée, je suis fatiguée, mais je sais que la porte de mon directeur est toujours ouverte. Alors, je vais le rencontrer en début d'année ou quand j'ai un problème et je sais qu'avec lui, je peux avoir un dialogue et ajuster. » Puis, il y en avait même qui disaient je peux vraiment parler à mes collègues. Et il y avait de l'écoute et de la communication interpersonnelle qui les aidait beaucoup à se maintenir en emploi et être bien jusqu'à la fin de la carrière. Dernière piste d'intervention, parce que je vois François qui commence à regarder la montre. Dernière piste, mais je l'ai déjà un peu mentionné, donc j'irai rapidement. C'est vraiment la conciliation travail et vie personnelle. Nous avons vu que pour décider jusqu'à quel moment rester en emploi à la commission scolaire, il y avait quand même sur notre balance des facteurs reliés à la vie personnelle. Alors, certains participants nous disaient, grâce au fait que je peux prendre des congés, grâce à la retraite progressive, grâce à certains aménagements, je peux quand même concilier la charge de travail avec la charge familiale. Dernier point, c'était plutôt au niveau des stratégies individuelles, c'était de conseiller aux travailleurs, au personnel, de faire des plans de retraite. La retraite, selon les études sur la transition travail-retraite, est souhaitable de la commencer à préparer tôt. C'est pour ça aussi qu'on parle des travailleurs seniors à l'âge de 45 ans. C'est l'étape intermédiaire des carrières dans lesquelles, selon d'autres études aux États-Unis et en Europe, les personnes commencent à faire des bilans de leur carrière et peuvent commencer à faire des plans parce qu'il s'agit de nouvelles étapes de vie, un nouveau chapitre de vie, qu'avec l'allongement de la durée de vie, ça peut durer aussi 20 ans. Alors, c'est souhaitable aussi pour la santé de préparer la retraite un peu à l'avance. J'ai conclu tous les détails que j'avais préparés pour vous pour cette présentation aujourd'hui et je tiens à répéter, à souligner que
tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui et bien encore plus se trouve sur les rapports des recherches 10-18 et ils contiennent tous les résultats et tous les détails que je vous ai racontés aujourd'hui et que, comme je vous disais, bien plus. Pour conclure, encore merci à l'IRSST pour le soutien financier qui nous a permis de réaliser cette étude. Je tiens à remercier la commission scolaire qui a participé à cette étude. Je dois la garder anonyme pour des raisons de confidentialité, mais je tiens beaucoup à les remercier parce qu'ils croient dans la recherche appliquée, ils croient dans la prévention et en santé et sécurité du travail, d'où la collaboration pour travailler sur des données administratives aussi. Je tiens à remercier le personnel de la commission scolaire qui a participé au programme des bilans de bien-être et de santé psychologique offert par le professeur Jacques Perron, mais aussi tous les participants à notre étude et aux interviews. Bien sûr, je tiens à remercier les membres du comité de suivi de l'IRSST. Grâce à leur écoute, à leurs suggestions, à leurs précieux conseils, nous avons pu mieux connaître les secteurs de l'éducation et bien dérouler les projets dans ces secteurs spécifiques au Québec. Luc-André Jolivet, merci pour l'appui de notre informaticienne de l'équipe qui a permis de rendre anonyme l'identité des participants, donc de créer avec un algorithme un code alphanumérique pour pouvoir nous permettre de travailler sur données anonymes et confidentielles. Et tout le protocole a été approuvé par le comité d'éthique de l'UQAM. Merci à Miguel Chagnon pour son soutien pour certaines analyses statistiques. Et la liste est longue et encore plus. Donc merci à tous les collègues et direction de l'IRSST pour leur soutien. Merci.